Jacques, et bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord commencer par mettre mon chrono pour ne pas trop dépasser. Euh, bon, Fabien m'a mentionné à un moment en disant que j'allais parler du marché des engrais. En fait, moi, je vais botter en touche, je vais essayer d'y échapper en parlant de 2050. Mais je suis bien sûr, on peut revenir sur le sujet pendant la table ronde. Mais alors, 2050, on peut dire c'est bien loin. Alors, je vais voir comment ça fonctionne. Oui, on peut dire que 2050, c'est très loin, c'est dans 27 ans d'ici. Essayez d'imaginer un peu où vous étiez il y a 27 ans. Comme je vois plein d'étudiants ici, peut-être que vous n'étiez même pas là. Euh, mais alors, quand on regarde en termes industriels, 27 ans, ce n'est pas loin. Parce que si je regarde l'âge moyen des usines d'ammoniac en Europe, il est de 45 ans. C'est-à-dire que ce qui sera la base de production industrielle en 2050, ce sont les usines qu'on construira maintenant, les décisions qui viendront maintenant. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut reléguer au calendrier grec, mais c'est maintenant que cela se décide le 2050, et c'est pour cela que c'est très intéressant. Et alors, je suis aussi très enthousiaste parce que, en tant que Fertilizers Europe, et je viendrai là-dessus, qui nous sommes, on vient justement de publier il y a une semaine une feuille de route, ce qu'on appelle en anglais une roadmap pour 2050, où comment on voit l'évolution de l'industrie européenne. Et bon, ce n'est peut-être pas une surprise. L'objectif, c'est en 2050 arriver à la neutralité climat, c'est-à-dire plus d'émissions de CO2. Mais toute la question, c'est comment on y arriverait. Et alors pour 2040, on se donne une ambition de réduction de 70% est en France, 70% des gaz à effet de serre. Alors, Jacques me posait la question, qu'est-ce Fertilizers Europe et quelle est notre définition de l'Europe? Pour nous, c'est l'Europe des 27 plus ce qu'on appelle l'espace économique européen. C'est-à-dire, en plus, on a le Liechtenstein, l'Islande, qui ne sont pas importants pour les engrais, mais aussi la Norvège, qui évidemment est fort important. Donc c'est ça notre définition. Et alors, en tant qu'association, je vois que ça ne s'affiche pas parfaitement. C'était pas comme sur mon ordi. Mais en tant qu'association, Fertilizers Europe, nous représentons tous les grands producteurs européens de fertilisants, 16, et aussi les associations nationales, dont fait partie l'UNIFA. En fait, l'UNIFA est la plus importante association nationale des fertilisants en Europe. Mais alors, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est vous expliquer un peu notre vision 2050, quelles sont les technologies et les chemins pour évoluer vers cet objectif de décarbonation. Et aussi le concept d'archétype, parce que cette feuille de route, cette roadmap, comme nous disons en anglais, on l'a travaillé avec des consultants externes pour avoir une vision aussi externe. C'est important, ne pas rester dans notre bulle. Et ils sont venus avec l'idée des archétypes. Je
je vous en dirai un mot. Ensuite, je passerai très rapidement sur le rôle de l'ammoniac dans la transition énergétique parce qu'il va bien au-delà de son importance dans les engrais. Et finalement, où j'explorerai, je donnerai quelques éléments ce qui peut se passer en dehors de ces voies technologiques. Donc, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les laboratoires qui est en train au niveau recherche. Mais alors, rentrons rapidement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, tous les engrais azotés sont produits sur base d'ammoniac, qui elle-même est produite au départ de gaz naturel. Donc on fait un craquage de la molécule du gaz naturel, on prend l'hydrogène et on le combine avec l'azote de l'air. C'est le procédé dit de Haber-Bosch. Ça fait 110 ans qu'on l'utilise. Il marche toujours aussi bien. Alors, en tant que optimisation, c'est probablement un des procédés industriels, je suis ingénieur chimiste, qui a été le plus étudié et le plus optimisé. Donc, en tant qu'efficience énergétique, on se rapproche de la limite théorique, du minimum théorique. Il n'y a plus grand-chose à faire du point de vue énergétique. Cette diapo est censée expliquer un peu plus les détails, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce que je voulais dire, c'est que du point de vue énergétique, c'est un côté. Quand on parle de CO2, de réduction de CO2, on ne fera pas mieux au niveau énergie. En fait, on va utiliser même plus d'énergie si on veut réduire les émissions de CO2, mais il y a des moyens. Et un des premiers moyens de réduire les émissions de CO2, c'est tout simplement, on fonctionne avec le gaz naturel comme normalement, mais au lieu de laisser le CO2 produit s'échapper dans l'atmosphère, on le capte. Et alors, une fois qu'on l'a capté, soit on va l'enfouir sous terre, ce qu'on appelle en anglais le CCS, Carbon Capture and Storage, soit on va l'utiliser dans des réactions chimiques, donc c'est l'utilisation du CO2. Ce qui va nous donner ensemble un produit de l'ammoniac bas carbone, puisque le CO2 n'a pas été émis, et donc c'est vraiment ce qu'on veut. Alors, nous avons étudié, et si jamais il y a des gens qui sont intéressés dans la salle d'aller dans les détails, cette roadmap, elle fait 80 pages avec plein de calculs, mais elle est disponible sur nos sites internet pour ceux qui seraient intéressés. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce qu'on voit, si on regarde niveau coût de production, évidemment, il n'y a pas de miracle. On a des étapes en plus et donc les coûts, le coût de production de ces engrais, de cet ammoniac bas carbone va être supérieur à celui qui émet du CO2. D'autre part, du fait qu'en Europe, on a, avec l'ETS, on a un coût, un prix carbone qui va, on l'attend, qui va augmenter, quelque part, ça compense, ça se compense. Donc, on peut dire qu'à moyen terme, la production basée sur le Carbon Capture and Storage peut être intéressante même du point de vue économique en Europe, encore une fois. D'autre part, on peut se dire, pour produire de l'ammoniac, on n'a pas besoin de gaz naturel. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de l'hydrogène. Et donc, cet hydrogène, on va le produire par électrolyse de l'eau. Donc, on part avec de l'eau, de l'électricité
qui peut venir de renouvelables, mais toute source d'électricité est bonne, évidemment. Et à ce moment-là, on produit de l'ammoniac avec une empreinte carbone de 0. Une troisième voie est aussi l'utilisation de biométhane. Il a été mentionné et je pense que vous allez en entendre parler encore aujourd'hui. Le biométhane, c'est du méthane, c'est l'équivalent chimique du gaz naturel, mais au départ de sources biologiques. Et donc, niveau bilan carbone, on compte qu'il est neutre. Donc c'est ça les trois voies principales. Il y a évidemment aussi d'autres possibilités, mais moindres. Par contre, quand on regarde le coût de production en se basant sur l'électricité, l'électricité comme source d'énergie, elle est plus chère que le gaz, donc encore une fois, pas de miracle, on va arriver avec un produit final qui est plus cher. On imagine aussi une évolution, une réduction du coût de l'électricité et donc de ses coûts de production avec le temps, en se disant qu'en Europe et de par le monde, on va installer de plus en plus de production de renouvelables, mais bon, il y aura aussi beaucoup plus de compétition pour utiliser cette électricité entre tous les secteurs qui veulent décarboner. Alors, dans la feuille de route, nous avons exploré deux voies pour arriver à 2050, donc arriver à zéro. D'un côté, que se passe-t-il si nous utilisons que la voie électrolytique, donc avec de l'électricité, et de l'autre côté, nous avons exploré qu'est-ce qui se passe si nous utilisons toutes les technologies qui sont disponibles aujourd'hui. Et l'électricité, c'est absolument, et surtout la renouvelable, c'est absolument intéressant. C'est quelque part le saint graal de la décarbonation. Le problème, c'est, et ici, j'ai d'un côté, du côté gauche, la carte des vents, la cartographie éolienne de l'Europe, de l'autre côté, bon, le solaire, et on voit qu'il y a des endroits en Europe où il n'y a ni vent ni solaire, enfin potentiel très réduit des deux. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire qu'ils ne devront plus produire des fertilisants, qu'ils devraient tout importer. Notre solution, ce que nous voyons comme le futur, c'est en fait dire l'électrolyse, l'électrolytique, c'est une des voies, mais gardons toutes les options ouvertes. Et en faisant cela, ça aide aussi à abaisser le prix de production. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est chaque producteur actuel aujourd'hui en Europe doit se poser la question, ai-je accès à de l'électricité ou pas, et vers quoi je dois évoluer, parce que c'est sûr que tout le monde a compris que ce n'est pas une option de décarboner. On devra y arriver. Seulement, chacun devra trouver quelle est la meilleure voie en fonction de ses contraintes locales. Et ce graphique-ci, c'est assez intéressant parce que c'est une vision des choses selon deux axes. Le premier axe, c'est accès à de l'hydrogène et de l'hydrogène bas carbone. Et l'autre axe, c'est accès à du méthane bas carbone. En fait, le méthane bas carbone, qu'est-ce que c'est? C'est soit du biométhane, soit du méthane normal, mais ayant accès à un point d'enfouissement du CO2. Donc, et tous les acteurs actuels devront se positionner
selon ces deux axes. Se poser la question, ai-je accès à de l'hydrogène bas carbone ou à du méthane bas carbone? Et donc, ils devront faire tout le possible, s'ils veulent continuer à exister sur le marché, pour avoir accès, in fine, à un ou, encore mieux, à ces deux types de ressources. Évidemment, nous sommes entre la décarbonation, c'est une révolution de point de vue industriel. Donc, il y a d'énormes coûts qui sont en jeu. Ici, c'est juste les coûts, ce qui concerne les électrolyseurs et les camps d'éolien, mais encore une fois, tous ces chiffres, ces milliards d'euros, à comparer avec la production aujourd'hui de notre industrie qui investit quelque chose comme 1 milliard. Donc si je fais la somme là, je suis à plus que 80, oui, c'est pas plus, milliards d'euros. D'où viendra ce financement? Comment est-ce qu'on pourra mettre en œuvre cette révolution industrielle avec ces coûts énormes? Et c'est clair, ça va se répercuter sur le coût du produit final, donc l'ammoniac et les engrais. Par contre, ici, je ne rentre pas non plus dans les détails parce que je vois le temps courir, mais la bonne nouvelle, c'est que, en fait, si on compare à long terme la situation d'un producteur européen par rapport à des importations venant d'Australie ou même des pays du Golfe, on peut être compétitif en Europe. Et c'est un résultat qui, en tant que représentant de l'industrie européenne, me réchauffe le cœur. C'est très bien. On continuera à garder une production européenne. Alors, juste quelques mots, et je terminerai avec ça, je n'irai pas plus loin. Je disais, l'ammoniac a un rôle important au-delà de la production d'engrais, parce que, en fait, l'ammoniac peut être utilisé comme vecteur d'énergie. C'est le meilleur moyen, et sur le graphe là, ça donne les coûts de stockage de l'énergie. Le meilleur moyen de stocker de l'énergie bas carbone, donc, ou plutôt de l'hydrogène bas carbone, c'est de le transformer en ammoniac. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'hydrogène lui-même, c'est l'élément le plus léger, le plus volatile. Donc, s'il faut le liquéfier, il faut aller à moins 252 degrés, ce qui est une aberration. Même s'il y a des pertes de procédés, il vaut mieux le transformer en ammoniac pour le transporter à longue distance. Et puis, quitte à le retransformer en hydrogène encore si on a besoin d'hydrogène, ou alors l'utiliser en tant qu'ammoniac. Mais donc, l'ammoniac peut être utilisé ainsi comme stockage d'énergie, mais aussi comme fuel, surtout pour le transport maritime. Donc, on pense que dans l'horizon 2050, l'industrie d'ammoniac a un avenir vraiment brillant ou rose, ça dépend de la couleur qu'on aime, devant soi. Et alors, ici, c'est tout simplement un stockage d'ammoniac, mais aujourd'hui, quand je vois ça, je dis, voilà, c'est un stockage d'ammoniac, je peux faire des engrais. Probablement, mon fils, qui lui est ingénieur chimiste aussi, quand il verra ça, il se dira, mais c'est une batterie. Donc voilà. Et donc, je m'arrêterai ici, Jacques, et je suis prêt à prendre
les questions quand on aura la table On ronde. peut remercier Antoine. Merci. Sylvain Pellerin, qui est directeur de recherche à l'INRA.